Des formes géométriques donnant des informations quand on les analyse. Des millénaires avant la plaque de la sonde Pioneer 10, les bâtisseurs de la Grande Pyramide semblaient avoir fait exactement la même chose. À la différence près qu'elle n'aurait pas été destinée à une autre civilisation dans l'univers, mais à une civilisation de la Terre dans le futur, la nôtre. Envisageons qu'il s'agisse d'un langage, et donc d'un message. Le concevoir et le réaliser à de telles dimensions, en prenant toutes les précautions nécessaires pour qu'il reste lisible des millénaires plus tard, démontre clairement son extrême importance. Selon mon informateur, si les bâtisseurs avaient marqué aussi précisément l'équinoxe, c'était pour attirer notre attention sur un grand cycle astronomique important lié à notre planète. Si on repère précisément une étoile dans le ciel, cette étoile apparaîtra décalée d'1 degré 72 ans plus tard. Il lui faudra environ 26 000 ans pour faire un tour complet et revenir à sa position initiale. Cette durée de 26 000 ans représente un cycle qu'on appelle le cycle de précession des équinoxes. Pour repérer la position précise de la Terre dans l'univers, les astronomes modernes se servent notamment des constellations du zodiaque, qui sont un moyen simple de visualiser la position des étoiles. Ainsi, les constellations visées par le regard du Sphinx de Gizeh ont varié au cours des âges. Le pyramidion trouvé au pied de la pyramide rouge de Snéfrou contenait une autre information d'importance. Il mesurait précisément 12 coudées de périmètre et la présence de pi indiquait qu'on faisait référence à un cercle divisé en 12 parties, un zodiaque. Les 4 angles de la Grande Pyramide coïncident avec 4 signes du zodiaque, le taureau, le lion, le scorpion et le verseau. Dans l'Antiquité, l'aigle remplaçait le scorpion et le verseau l'ange, comme on peut le voir aux façades de nos cathédrales. À ces 4 signes sont associées 4 étoiles parmi les plus brillantes du ciel, jadis baptisées les gardiennes du ciel. Ce sont Aldébaran dans la constellation du Taureau, Régulus dans le Lion, Antares dans le Scorpion et Fomalhaut au sommet des Poissons à notre époque, mais anciennement dans le Verseau, avant la modification faite par les astronomes modernes. Ces étoiles paraissent toujours conserver la même position entre elles et servent donc de point de repère fixe à travers le temps. Cet axe représente l'axe Taureau-Scorpion, anciennement Taureau-Aigle, que les Babyloniens représentaient par un taureau ailé. Celui-ci, c'est l'axe Lion-Verseau, ou Lion-Ange selon l'appellation ancienne, dont on trouve sa représentation ici même sur le plateau de Gizeh. C'est le Sphinx, une tête d'homme sur un corps de lion. Mon informateur m'expliqua que le site de Gizeh fonctionne comme une horloge astronomique dont le cadran est marqué par ses 4 étoiles. Le regard du Sphinx forme l'aiguille de cette horloge, qui fait un tour sur elle-même en un peu moins de 26 000 ans, et permet donc de repérer avec précision la position de la Terre dans ce grand cycle. Je lui fis remarquer que sans point de départ sur ce cercle, on ne pouvait pas savoir où en était exactement ce cycle. Il pointa alors une bosse sur la poitrine du Sphinx que les Arabes appelaient Al-Qalb al-Assad, le cœur du lion, et que jamais personne n'avait encore expliqué. Al-Qalb al-Assad était aussi, coïncidence de plus, le nom que les Arabes donnaient à l'étoile la plus brillante de la constellation du Lion, Régulus. Depuis l'Antiquité, le Sphinx est synonyme de l'énigme et semble nous concerner directement, comme le rappelle la célèbre devinette, qui commence par 4 pieds, continue sur 2 et achève sur 3. Souvenez-vous de la réponse. C'est l'homme et c'est son destin. Le nom arabe du Sphinx, Abu al-Hol, signifie le père de la terreur, rappelant probablement ainsi sa raison d'être et sa fonction. Mon informateur ajouta que lorsque les yeux du Sphinx viseront précisément l'étoile Régulus, c'est-à-dire que l'axe du Sphinx sera aligné sur l'axe Lion-Verseau, alors débutera un nouveau cycle de précession des équinoxes. Voilà donc selon lui la raison d'être du site de Gizeh, une gigantesque horloge, l'horloge de notre planète, qui fait un tour complet en 26 000 ans. Et quoi qu'on en pense ou en dise, les faits sont là, car cette horloge fonctionne parfaitement. D'un coup, tout s'éclairait. La pyramide qui marquait les équinoxes, sa précision d'orientation, la géométrie du site de Gizeh tout entier qui révélait encore bien des surprises. Oui, mais pourquoi attirer notre attention sur ce grand cycle de 26 000 ans?
J'allais voir un spécialiste de l'étude du climat dans le passé. Ce qu'on sait, c'est que ce cycle de glaciation et période chaude suit parfaitement les paramètres orbitaux de la Terre. Et parmi ce qu'on appelle les paramètres orbitaux de la Terre se trouve justement ce cycle de précession des équinoxes qui influence notre climat, mais sans qu'on sache si c'est progressivement ou brutalement. J'allais fouiller les écrits anciens. On trouvait curieusement dans les mythes, légendes et croyances d'un grand nombre de peuples de notre planète la même idée d'événements cycliques. La destruction par l'eau revenait souvent, tout comme celle d'une atteinte future par le feu, comme en témoignait l'Apocalypse de Saint Jean ou les textes sacrés hindous appelés Purana. Plusieurs auteurs grecs évoquaient eux aussi des cataclysmes cycliques. L'un d'entre eux précisait même la période à laquelle ils se produiraient, tous les 10 à 12 000 ans. Ce qui semblait étrangement correspondre au récit de Platon et à la disparition de la fameuse Atlantide, histoire rejetée par la science moderne. Tout comme les écrits d'Aristote, autre savant grec jugé plus fiable, concernant de grandes révolutions dans l'espace environnant la Terre, qui entraînent la disparition cyclique de ce qui recouvre le globe.